La dernière fois, je vous ai parlé du fonctionnement des algorithmes de langage, et en particulier des transformers, cette architecture de réseau de neurones devenue omniprésente dans les algorithmes modernes comme ChatGPT et Llama. Et si vous vous en souvenez, j'ai parlé d'une application raisonnablement sécurisable de ces systèmes, à savoir l'indexation de l'information. Dans le jargon, on parle souvent de RAG pour Retrieval Augmented Generation, et la partie qui me semble sécurisable et utile, c'est avant tout le R de Retrieval, c'est-à-dire la récupération de l'information. L'idée du RAG, c'est ensuite d'ajouter au-dessus de la couche de R une couche de génération de texte, parce que apparemment, si on ne fait pas du génératif en 2024, on n'est pas dans la hype de l'IA. Il ne s'agit que de faire du buzz. En tout cas, si vous voulez tester un exemple de RAG, je vous invite à tester le site perplexity.ai. Tiens, parle-moi du projet Tournesol. La réponse est vraiment pas si mal, même si elle est peut-être un peu trop centrée sur ma personne, alors que je suis très loin d'être le seul derrière ce projet. Et tiens, Perplexity croit que je suis encore à l'EPFL. C'est une vision erronée. Bref, la génération est discutable, notamment parce que le texte généré ne s'appuie que sur deux références qui datent toutes deux de 2021, et elle n'a donc pas suivi mon actualité, en particulier le fait que j'ai quitté l'EPFL pour lancer la startup Calicarpa. Ok, mais donc comment ces deux références ont-elles été récupérées? Comment peut-on indexer d'énormes quantités d'informations avec les algorithmes de langage et ensuite identifier celle qui est la plus pertinente pour une requête donnée? 4 grandes catégories de solutions ont été proposées pour faire en sorte qu'un algorithme de langage apprenne une information. En premier lieu, il y a le pré-entraînement ou pre-training qui correspond au P dans ChatGPT. GPT. Rappelez-vous que le principe de base des algorithmes de langage consiste à ingurgiter d'énormes quantités de texte, généralement en très grande partie téléchargés du web, et à modifier les centaines de milliards de paramètres de ces algorithmes pour qu'ils soient ensuite capables de régurgiter des textes semblables à ceux qui ont servi à leur entraînement. C'est en cela qu'on parle parfois de perroquet stochastique. Mais du coup, ce faisant, si l'entraînement a exposé ces algorithmes à de nombreux textes qui disent que le projet Tournesol est un projet de démocratie numérique, alors les algorithmes de langage vont fournir à leur tour de telles descriptions, et ce, avec grande probabilité. En pratique, ce pré-entraînement est toutefois très insuffisant pour que les algorithmes de langage soient capables de se comporter de manière satisfaisante. Après tout, sur le web, on trouve beaucoup de textes publiés qui sont, disons, écrits de manière pas entièrement satisfaisante. On sait par exemple que Google a entraîné ses algorithmes sur des articles de Breitbart, un média américain que Wikipédia accuse de publier des histoires intentionnellement trompeuses. Au-delà du problème de droit d'auteur que cela soulève, il y a clairement un problème de qualité de l'information si l'algorithme de langage de Google se met à répéter des informations de Breitbart. Et d'ailleurs, chez Facebook, c'est le même combat. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Pour augmenter la fiabilité de l'algorithme, on peut alors effectuer un peaufinage qu'on appelle fine-tuning en anglais et qui consiste typiquement à demander à des humains d'évaluer différentes réponses de l'algorithme. L'approche la plus standard a été publicisée sous le nom de Reinforcement Learning with Human Feedback, alors qu'en fait elle revient simplement à appliquer les algorithmes des années 1950 comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Cette approche consiste à demander à des humains de fournir des jugements comparatifs entre des réponses proposées par l'algorithme et ensuite modifier l'algorithme pour qu'il favorise la génération de textes que les humains sondés préfèrent, un peu comme on le fait sur Tournesol dans le cas des IA de recommandation. Cependant, cette approche de peaufinage est coûteuse à la fois en termes de ressources humaines et de ressources en calcul, et son efficacité est loin d'être suffisante pour une tâche aussi complexe que le langage. Notez qu'on parle aussi de peaufinage pour la poursuite du pré-entraînement, mais cette fois sur des données proches du cas d'usage de l'algorithme. C'est typiquement le cas quand on part d'un modèle open weight comme Llama et qu'on cherche à l'adapter au contexte d'utilisation d'une entreprise particulière. Mais là encore, le coût de cette approche est important et son efficacité est limitée. On fait quoi ? Une troisième approche, au-delà du pré-entraînement et du peaufinage, est le pré-prompting. Ça consiste à fournir directement des instructions à l'algorithme en invoquant typiquement un personnage imaginaire et en demandant à l'algorithme de parler comme ce personnage imaginaire parlerait. En pratique, le personnage imaginaire en question est typiquement un chatbot bienveillant, mais comme Monsieur Phi en parle si bien dans sa vidéo sur le sujet, si cette approche est la plus efficace et la moins coûteuse, elle demeure encore très largement non sécurisée et il faut s'attendre à ce que le chatbot déraille. Mais surtout, le pré-prompting est nécessairement limité car il ne peut pas être trop long. Les modèles de langage ont en effet une fenêtre contextuelle restreinte, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils oublient complètement ce qui a été dit précédemment.
Alors, il y a différentes astuces pour tenter d'augmenter cette fenêtre contextuelle, mais les performances sont limitées et elles ne suffisent pas à retenir des énormes quantités d'informations comme l'ensemble des transcripts des vidéos Science for All, par exemple. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est certain. On en vient alors à la quatrième et dernière approche qui va demander plus de travail humain et calculatoire que le pré-prompting, mais nettement moins que le pré-entraînement et le peaufinage. Cette approche, c'est donc le Retrieval Augmented Generation, ou RAG, qui va être non paramétrique, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur une base de données qui va grossir au fur et à mesure qu'on demande à l'algorithme d'apprendre plus d'informations. On utilise d'ailleurs actuellement nous aussi un algorithme non paramétrique sur Tournesol. L'idée du RAG est la suivante. On va indexer tout un tas de documents qu'on souhaite enseigner à l'algorithme et on va définir des méthodes pour lui permettre d'identifier, étant donné une requête d'un utilisateur, les bouts de documents qui sont les plus pertinents pour répondre à la requête de l'utilisateur. Ces bouts de documents sont ainsi récupérés et ils seront ajoutés ensuite au prompt fourni à l'algorithme, d'où l'augmentation. Enfin, on va demander à l'algorithme de générer une réponse avec ce pré-prompt, d'où le nom Retrieval Augmented Generation. La boucle est bouclée. Ok, ça c'est pour la vue d'ensemble de l'approche. Mais il reste à définir comment l'algorithme de langage peut identifier dans un énorme tas de documents les extraits qui sont les plus pertinents pour répondre à une requête donnée. Eh bien, l'astuce devenue prédominante, c'est d'utiliser des représentations vectorielles des extraits des documents. C'est simple, c'est juste des maths. Pour comprendre cela, on va faire un petit retour en arrière, il y a une décennie, avec l'introduction de Word2Vec, un algorithme dont je vous ai parlé il y a maintenant 6 ans. Et oui, le temps passe vite. La recherche sur le réseau de neurones artificiels avait déjà alors réussi à construire une sémantique des mots en remplaçant chaque mot par une liste de nombres qu'on appelle vecteurs et avec la propriété remarquable que si on prend le vecteur associé au mot roi et si on lui retranche le vecteur associé au mot homme et si on ajoute ensuite celui associé à femme, alors on obtient un vecteur qui est très proche du vecteur associé au mot reine. Au-delà de cette opération algébrique mystérieuse, l'observation fondamentale de Word2Vec, c'est que les mots dont le sens est intuitivement similaire ont tendance à avoir des représentations vectorielles similaires. Le mot chien est ainsi proche du mot chat. On peut donc utiliser la similarité des représentations vectorielles pour déterminer si deux mots se font référence et donc s'il est pertinent de penser à l'un quand on nous parle de l'autre. Et là vous aurez envie de me dire d'accord, pourquoi pas, mais et alors? Eh bien, cette idée intuitive, elle a depuis été généralisée à la représentation sémantique de phrases, voire à celle de paragraphes, voire même à des documents tout entiers. Et bon, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a une méthode qui est clairement la bonne et c'est sur celle-là que la recherche a convergé pour mesurer la proximité sémantique de deux paragraphes. Mais en pratique, trouver des représentations vectorielles est encore un énorme champ de recherche et tout ce que j'ai dit aujourd'hui de trop précis risque bien fort d'être contredit dans les années à venir, voire peut-être même dans les mois à venir. Mais en tout cas, jusque-là, l'une des idées les plus dominantes consiste à exploiter les algorithmes de langage pour déterminer des représentations sémantiques des phrases. Plus précisément, on a vu que via un transformeur comme Llama3, on peut transformer toute une phrase en une représentation matricielle, notamment au bout du transformeur, qui sera optimisé pour prédire les prochains mots. Eh bien, pendant quelques années au moins, on combinait les colonnes de la matrice pour ensuite obtenir une représentation vectorielle dont la taille est indépendante de la phrase considérée. On parle parfois d'opération de regroupement ou pooling en anglais. Mieux encore, on peut considérer qu'il s'agit là d'un bon premier pas, mais on peut ensuite optimiser l'opération de pooling pour qu'il se conforme à des jugements humains de similarité de texte ou à des corpus de texte avec des questions et des réponses. Dernièrement, un article publié dans ACL suggère qu'on peut même automatiser ces opérations en utilisant directement des modèles de langage pour générer des paires questions-réponses. Je pensais que j'étais la première à y penser, mais bon, bref, ok. Bref, quels que soient les détails, on peut exploiter des algorithmes de langage pour construire une fonction qui prend n'importe quel morceau de document ou n'importe quelle requête d'utilisateur et qui calcule des représentations vectorielles à partir de tout ça. En faisant maintenant passer toutes sortes de documents dans cette moulinette, on peut maintenant concevoir une base de données de représentation vectorielle des morceaux de documents analysés. À chaque nouvelle requête, il nous suffira alors d'identifier dans cette base de données les représentations vectorielles qui collent le mieux à la requête, c'est-à-dire qui sont les plus similaires à la représentation vectorielle de la requête. C'est ainsi qu'on espère récupérer les informations les plus pertinentes pour une requête donnée. Ok, mais il y a toutefois un problème avec cette approche, et c'est un problème de taille, littéralement.
En effet, dans certaines applications comme Perplexity.ai, le nombre de documents à analyser est gargantuesque. En l'occurrence, il s'agit de l'ensemble du web et donc au moins de millions de milliards de pages web. Chercher à chaque requête le bout de page web le plus proche d'une requête semble alors requérir autant d'opérations qu'il y a de morceaux de documents analysés, ce qui représente énormément de travail calculatoire à chaque requête. Comment, dans une base de données vectorielle, peut-on rapidement identifier les vecteurs les plus proches d'un vecteur donné ? On cherche l'efficacité. Eh bien, c'est une question que je me suis posée et que j'ai même posée à Twitter il y a 6 ans, avec notamment une réponse d'Adrien Matissart que je ne connaissais pas à l'époque et qui est devenu depuis le vice-président de l'association Tournesol. Et bon, si on avait tous deux été davantage informés, on aurait su que le problème avait été mathématiquement résolu 3 ans plus tôt, en 2015, par les informaticiens Alexandre Andoni et Ilya Rasenstein. Plus précisément, étant donné n vecteurs de la base de données vectorielle, le problème du plus proche voisin consiste à concevoir un algorithme qui, étant donné n'importe quel vecteur requête x, retourne le vecteur y de la base de données qui est le plus proche de x. Ce problème est simple à résoudre en dimension d égale 1. Il suffit de trier les vecteurs de la base de données par ordre croissant, puis d'effectuer une recherche dichotomique, un peu comme on cherche un mot dans le dictionnaire. Le temps nécessaire pour résoudre ce problème est alors logarithmique en n, c'est-à-dire en gros quasi instantané. Cependant, en grande dimension, le problème est tout de suite beaucoup plus difficile, à tel point qu'on s'intéresse alors uniquement à des approximations du problème. Ainsi, le problème du plus proche voisin approximatif, avec erreur multiplicative c, est celui de concevoir un algorithme qui, étant donné un vecteur requête x, retourne le vecteur z de la base de données, tel que la distance entre x et z est inférieure à c fois celle entre x et y, où y est le plus proche vecteur dans la base de données. De façon amusante, ce problème ressemble beaucoup à celui de la cryptographie post-quantique dont on reparlera plus tard dans la série sur la cybersécurité. Passons. En tout cas, en 2015, Andoni et Rasenstein ont conçu un algorithme dont le temps de calcul est de l'ordre de d fois n puissance 1 divisé par 2c carré moins 1. Et ils ont prouvé que c'était asymptotiquement optimal. Ainsi, pour c égale 2, le temps de calcul est d fois n puissance 1 divisé par 7, ce qui est beaucoup moins que d fois n, dès lors que la base de données vectorielle contient un grand nombre n d'entrées. Si n est égal à 10 puissance 14, soit 100 000 milliards, alors n puissance 1 septième est égal à 100, ce qui est beaucoup moins que n lui-même. L'idée de base de l'algorithme d'Andoni et Rasenstein, c'est de prendre des directions aléatoires de l'espace et de saucissonner selon ces directions. En faisant cela pour un certain nombre de directions aléatoires, qui restent néanmoins très inférieures à la dimension d de l'espace, on obtient des sortes de cellules de l'espace qu'on peut alors numéroter. Notez que parce qu'on saucissonne seulement selon un petit nombre de directions, les cellules en question seront en fait infinies selon les directions orthogonales aux directions aléatoires sélectionnées. Néanmoins, en gros, avec grande probabilité, deux vecteurs seront assez proches si et seulement si ils sont dans la même cellule. Cette technique de saucissonnage aléatoire et partiel de l'espace est ce qu'on appelle celle du hachage avec sensibilité locale ou LSH en anglais. Et bon, en fait, seule elle ne suffit pas, mais en ajoutant de nombreuses autres astuces qui affinent notamment les cellules en fonction des données, Andoni et Rasenstein ont réussi à concevoir un algorithme optimale de récupération du quasi plus proche voisin. C'est puissant, hein. Notez toutefois que ces techniques de saucissonnage ne sont en fait pas les plus abondamment utilisées aujourd'hui, notamment car cela peut rester un peu lent pour certaines applications où on tient vraiment à avoir un temps de calcul logarithmique en la taille de la base de données. On préférera alors généralement la solution des graphes de petits mondes hiérarchiquement navigables ou Hierarchical Navigable Small World ou HNSW en anglais. L'idée globale des HNSW, c'est de mettre les données de la base de données vectorielle sur plusieurs étages, avec moins de données sur les étages les plus hautes et beaucoup plus dans les bas étages. Sur chaque étage, on va construire un réseau de plus proches voisins et on va créer des passerelles de passage des étages au-dessus vers en dessous. Étant donné une requête, on va alors chercher la donnée du premier étage qui est la plus proche, puis explorer les données du second étage connectées à celles du premier étage sélectionné, et ainsi de suite en descendant vers les étages les plus bas. Là encore, il y a énormément d'astuces qui ont été introduites pour bien concevoir un graphe HNSW et pour optimiser son exploration. Mais l'idée importante, c'est qu'en adoptant cette structure hiérarchique, on est capable d'accélérer exponentiellement l'exploration en la rendant logarithmique en le nombre de données de la base de données vectorielle, même si du coup, en explorant qu'une toute petite partie du graphe, on aura beaucoup moins de garanties sur la quasi-optimalité de l'élément sélectionné par la recherche dans le graphe HNSW.
Ça semble être le tarif. Notez que de nombreux enjeux sont encore ouverts, comme combiner ces structurations des bases de données vectorielles dans un but d'exploration approximative mais très efficace, avec des considérations comme le chiffrement de ces bases de données, voire idéalement leur exploration par chiffrement homomorphe. L'un des intérêts de la structure non paramétrique du RAG, c'est qu'il permet de naturellement segmenter les données auxquelles un RAG a accès en fonction des privilèges de l'employé qui les utilise. Ainsi, le calcul des représentations vectorielles des documents internes d'une entreprise peut très bien s'effectuer sans tenir compte de ces privilèges, ce qui réduit les besoins de faire le travail pour chaque niveau de privilège. Cependant, on peut ensuite concevoir plusieurs bases de données vectorielles avec pour chacune l'ensemble des données auxquelles une catégorie d'employés peut accéder. Voilà qui revient à appliquer le principe de cloisonnement avec moindre privilège, dont Romain Dumaret et moi vous parlons dans notre livre Guide de survie au cybercrime en entreprise, paru chez Duno avec une préface de Guillaume Poupard. Super ça. De façon plus générale, l'apprentissage non paramétrique se prête beaucoup plus à ce cloisonnement des privilèges et il se prête d'ailleurs beaucoup plus aussi au droit d'oubli, c'est-à-dire la faculté d'effacer de l'information d'un système apprenant. Bien sûr, idéalement, il faut aussi appliquer le principe de défense en profondeur et combiner cette solution à d'autres pour protéger au mieux les données de votre entreprise contre la croissance terrifiante du cybercrime et contre des fournisseurs de services souvent très voraces en termes d'accès à des données. D'autant qu'ils sont souvent maintenant rattachés à des organisations de cybersurveillance, eux-mêmes souvent très proches de gouvernements parfois très peu dignes de confiance. Réglé sur le mode paranoïaque. Par ailleurs, pour améliorer les performances de récupération de l'information en pratique, on s'est rendu compte qu'il est utile de demander à des algorithmes de langage de reformuler la requête de plusieurs manières et d'ensuite prendre une représentation vectorielle de toutes ces formulations. Autrement dit, il semble utile d'automatiser le prompt engineering. Par ailleurs, on peut demander à des humains d'évaluer les performances de récupération de l'information pour ensuite ajuster les paramètres de l'opération de récupération de l'information, notamment au niveau du calcul des représentations vectorielles, ainsi qu'au niveau des réécritures multiples de la requête de l'utilisateur, notamment avec des algorithmes à la Bradley-Terry, comme ceux dont on a parlé dans une vidéo précédente. C'est un peu les mêmes sujets qui reviennent. Et j'insiste à nouveau là-dessus, ces opérations de récupération de l'information à partir de représentations vectorielles et de plus proches voisins approximatifs sont non seulement la partie la plus utile du RAG en pratique, après tout c'est un peu le job de Google Search qui a fait la grandeur de l'un des plus grands géants du web, mais c'est aussi la partie la plus simple à sécuriser. Et oui, on obtient finalement un moteur de recherche avec une liste de ressources où trouver les réponses à la requête en question, sans avoir le côté génération de l'algorithme génératif qui pourrait générer du bullshit et nous expliquer des âneries avec beaucoup de confiance et une apparence très crédible. Mais si vous tenez vraiment à la partie générative, vous pouvez réduire les risques d'âneries avec différentes astuces, typiquement en retravaillant les extraits récupérés par la récupération, en identifiant les morceaux de ces extraits qui sont les plus pertinents et en ajoutant que ces derniers au prompt de l'algorithme génératif sur lequel il s'appuiera pour générer une réponse. Il y a aussi toutes sortes de modules additionnels qui ont été proposés et je vous renvoie par exemple à ce survey pour en savoir plus. Cependant, même si tout ceci aide, ne vous attendez pas à des miracles. Même avec un RAG, les algorithmes génératifs produisent encore souvent des âneries et il faut donc vraiment éviter d'utiliser la sortie de ces algorithmes directement en entrée d'autres algorithmes qui ont potentiellement accès à des secrets sur vos machines et à une connexion internet. En particulier, éviter les applications sensibles comme l'analyse automatisée des emails d'une entreprise et plus encore l'envoi automatisé de réponses aux emails. Aujourd'hui, les RAG sont vraiment les systèmes fondés sur les modèles de langage les plus naturels à intégrer dans des cas d'usage en entreprise, et c'est en fait un peu plus particulièrement le cas du R de RAG. Même si ça ne soulève pas la même hype que le G, l'indexation de l'information à partir de représentations vectorielles est en train de modifier en profondeur la manière dont on stocke l'information et surtout la manière dont on peut la récupérer. Potentiellement, c'est plus pratique. En fait, pour finir cette vidéo, j'aimerais pousser l'analogie avec le cerveau humain. Surtout à l'ère d'Internet, en tout cas en ce qui me concerne, quand on me pose une question, avant même de répondre, je cherche à avoir constamment une source en tête qui justifierait ce que je pourrais dire ensuite. Autrement dit, mon cerveau semble avoir conçu une sorte de base de données vectorielle de mes sources d'informations. Mais alors, comment mon cerveau fait-il pour encoder ces sources en vecteurs? Comment encode-t-il les questions qu'on me pose en vecteurs? Et comment utilise-t-il ces encodages pour identifier parmi l'immensité des sources que je connais, celles qui seront les plus pertinentes pour répondre à une question donnée? Et puis, est-ce que mon cerveau effectue vraiment des opérations vectorielles?
Encore plein de travail pour les chercheurs. Clairement, c'est très difficile à dire, mais clairement aussi, cette manière de penser avec des références systématiques à des sources, c'est quelque chose qui me semble être une bonne manière de penser, notamment pour éviter de bullshiter les autres, mais aussi et surtout pour éviter de s'auto-bullshiter. C'est en tout cas vraiment ainsi que je cherche à écrire mes articles scientifiques, mais aussi mes scripts de vidéos scientifiques, ou encore mes fils sur les réseaux sociaux. Même si du coup les réseaux sociaux font l'inverse de récompenser ça, puisque chaque lien vers une source externe est un vecteur de perte d'utilisateurs pour la plateforme, qui ont du coup tendance à dérecommander les contenus qui sont extrêmement sourcés. C'est un peu problématique. En tout cas, quand on commence à raisonner ainsi, on se rend aussi vite compte que toutes les sources ne sont pas aussi fiables. Autrement dit, en pratique, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la similarité sémantique entre la requête et l'information récupérée, la fiabilité de la source doit aussi intervenir pour déterminer s'il faut vraiment lui faire appel pour répondre à la requête. Voilà qui requiert une évaluation de la recommandabilité de la source. Eh bien, ça, c'est exactement ce que faisait l'algorithme PageRank de Google à partir des liens entre les pages web, un algorithme que Google a remplacé depuis bien longtemps par des solutions clairement beaucoup plus sophistiquées, mais aussi malheureusement beaucoup plus opaques. C'est rarement bon signe. Quoi qu'il en soit, on peut douter de la conformité des recommandations de Google avec celles que feraient les citoyens ou les experts pertinents. Et c'est un problème! Résoudre le problème de l'évaluation collaborative des sources d'information, de sorte à ensuite faciliter la tâche de la recommandation des sources d'information, aussi bien pour les algorithmes que pour les humains d'ailleurs, ça me semble être l'une des grandes urgences démocratiques du monde moderne. Concrètement, tu fais comment? Pour y arriver, j'ai participé à la création et au développement de la plateforme Tournesol qui vise à évaluer la recommandabilité des vidéos YouTube en s'appuyant sur l'intelligence collective à laquelle je vais, comme si souvent, vous demander de contribuer. Vous pouvez en particulier nous aider en participant à l'évaluation des vidéos, en contribuant au code et aux algorithmes qui font tourner la plateforme, ou encore en effectuant des dons à l'association Tournesol. Pour toute l'aide que vous pourrez fournir au projet de démocratie numérique le plus abouti à mon sens sur Internet aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avance. Tant qu'on n'aura pas fait l'effort d'identifier collaborativement les vidéos que YouTube devrait recommander massivement, on restera encore bien embêté lorsque Google nous rétorque qu'il n'y a pas d'autre manière de recommander des contenus à consommer qu'en s'appuyant sur des entreprises privées étrangères dont les dirigeants sont des personnes qui ont maintes fois cherché à biaiser l'espace informationnel en ligne, y compris dans des pays alliés. J'espère que je peux compter sur vous pour montrer qu'une voie plus sécurisée et démocratique est possible.